Salut à toi, pensée du jour numéro 169. Je voulais élaborer un petit peu sur deux, trois choses par rapport à la présentation que j'ai mis en ligne hier. Donc, si tu ne l'as pas encore regardé, va regarder la présentation que j'ai postée hier sur la puissance critique. Un petit peu de théorie, un petit peu de pratique. Et puis euh, également hier soir, j'ai publié le podcast avec Inigo San Milan, qui est donc le directeur de la performance pour Team UAE, qui est aussi le coach je me rappelle jamais de son prénom, essentiellement du gars qui a gagné le Tour de France les 2 dernières années. Et donc, euh, quelqu'un qui est vraiment au top du top dans la performance en cyclisme et dans la recherche pour tout ce qui est de la santé métabolique, notamment au niveau des mitochondries et de la fonction mitochondriale, la santé métabolique et la relation avec les mitochondries. Donc, super intéressant comme podcast, disponible avec les sous-titres en français déjà. Donc, n'oublie pas d'aller checker ce podcast également. Et donc, pour continuer un petit peu sur la lancée d'hier, donc concept j'ai parlé quasiment essentiellement de la puissance critique. C'est aussi un modèle qui s'applique en course à pied pour ceux qui sont intéressés. Donc j'ai parlé des tests de 3 et de 12 minutes en vélo. Euh, et j'ai regardé un petit peu la littérature hier soir pour confirmer ce que j'avais dit ou pour vérifier ce que j'avais dit dans la présentation. La fenêtre de validité avec les deux tests, c'est bien entre 2 et 15 minutes. Et idéalement, les deux tests doivent être séparés d'au moins 5 minutes. Donc 3 et 12, c'est le standard, mais si on a 5 et 15, ça va aussi. Et si on a 2 et 10, ça va aussi. Euh, c'est clair que ça donnera des petites variations, étant donné que l'état métabolique n'est pas exactement le même sur un effort de 2 minutes et sur un effort de 15 minutes. Ça, il faut bien se le dire. Par contre, c'est vrai que je pense que le 3 minutes, pour moi, il a du sens. Si tu te dis que tu as à peu près 2 minutes de temps pour que ton système il se mette en équilibre, donc qu'il trouve un équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène, tu as cette composante rapide de la VO2, de l'oxymétrie également, et donc encore une fois, entre 90 et 120 secondes avant que l'apport et l'utilisation d'oxygène s'équilibrent. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux avoir des données qui sont assez cohérentes. Donc je pense que le 3 minutes, il a du sens comme point de départ. Et en course à pied, ce qu'il recommande, c'est 1200 mètres et 3600 mètres. Donc pour le vélo, c'est basé sur puissance et temps. Et pour la course à pied, c'est basé sur distance et temps. Et ça, tu peux tous les deux, les calculs sont un petit peu différents. D'ailleurs, Marius m'a demandé les fiches de calcul, donc je ferai une autre vidéo avec ces fiches-là. Je vais aussi élaborer un petit peu plus. J'avais préparé une présentation, elle est prête. J'ai juste pas enregistré sur les seuils, sur les domaines d'intensité. Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre en ligne bientôt également euh, et continuer sur cette lancée. Ces concepts qui, à mon avis, sont super intéressants. Et une chose sur laquelle je voulais enchaîner, en parlant voilà, dans l'extension de cette idée de seuil critique, qui est voilà, un modèle mathématique qui euh, te permet de définir cette frontière entre ton domaine d'intensité élevée et ton domaine d'intensité sévère, chose qui est extrêmement importante à faire pour pouvoir déterminer tes intensités d'entraînement, pour pouvoir garantir que les entraînements vont engendrer les adaptations qui sont recherchées, parce que si tes entraînements sont mal calibrés, si tes intensités d'entraînement sont mal calibrées, eh ben, tu ne vas pas pouvoir générer les réactions physiologiques, les réponses physiologiques souhaitées et donc les adaptations recherchées. Donc c'est important de bien calibrer ses intensités d'entraînement et donc notamment si on parle de sport d'endurance, de connaître son seuil critique qui de manière assez claire est la référence pour le deuxième seuil, donc ce passage entre la transition entre l'état stable au niveau métabolique et la perte de l'homéostasie euh, au niveau systémique. Donc c'est vraiment cette transition domaine élevé, domaine sévère. Euh, c'est clairement ce seuil critique dans la recherche. Ça, il y a personne il y a pas grand monde qui va à l'encontre de ça. Les données suivent aussi sur ce côté-là. Sur le premier seuil, c'est un peu plus compliqué. On est toujours sur la discussion entre le lactate, les différentes manières de mesurer le lactate ou
pas de mesurer le lactate, mais d'interpréter les résultats, de déterminer ce premier seuil, la ventilation aussi, SB1, seuil ventilatoire 1. Est-ce que c'est fait avec la ventilation? Est-ce que c'est fait avec les échanges gazeux et la courbe de O2, CO2? Chose qui n'est pas non plus une science exacte. Est-ce que tu fais ça avec ta variabilité cardiaque, comme j'ai décrit dans ma vidéo sur le HRVT, Heart Rate Variability Threshold, donc le seuil de la variabilité cardiaque, chose qui, d'après mon expérience, fonctionne à peu près 85% du temps, donc fidèle par rapport aux autres mesures que je peux prendre pendant mes profilages, euh, mais qui des fois n'est pas du tout juste. Donc, faut garder ça en tête également. C'est important de ne pas miser la ferme dessus, miser la grange dessus, comme on dit en anglais. Et il faut pas tout miser sur cette valeur-là, mais comme toujours, faut jamais tout miser sur une seule valeur. C'est pour ça que j'utilise autant de matériel durant mes tests parce que il faut avoir plus d'une mesure, idéalement plusieurs, pour pouvoir trianguler et t'assurer que ce que tu vois est vraiment quelque chose que tu vois euh, et que tu le vois au niveau systémique et pas seulement dans un seul système. Et dans la continuation de cette idée de puissance critique et de seuil critique, je pense qu'une chose qui va se développer dans les mois qui viennent, qui est en train de se développer, euh, c'est l'idée du seuil d'oxygénation critique, donc le concept de la puissance critique si on veut, ou du seuil critique, mais couplé avec une mesure d'oxymétrie musculaire qui permettrait théoriquement de déterminer ce seuil au travers d'un test et ensuite qui te permettrait également d'utiliser le MOXIE pour déterminer où tu te trouves par rapport à ton seuil d'oxygénation critique en temps réel. Et là, je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant, euh, étant donné que la puissance critique, c'est un modèle qui, encore une fois, a son domaine d'applicabilité et de validité, qui va être sujet à des variations selon l'environnement, selon l'état de fatigue, selon les entraînements précédents, selon l'état psychologique même de l'athlète. Il y a plein de choses qui vont avoir une influence sur ces différentes valeurs de seuil. Et donc d'avoir un outil comme le MOXIE qui te permet de mesurer ces éléments-là en temps réel, eh ben, ça enlève cette partie non flexible du modèle et ça te permet d'avoir un modèle qui est valide et qui est également flexible et adaptable par rapport à ton état du jour. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui va être extrêmement intéressant, surtout dans l'année qui vient, parce je sais qu'il y a des gens qui bossent là-dessus et je me réjouis de pouvoir faire des vidéos avec eux dès qu'ils auront plus d'informations sur le sujet. Normalement, fin janvier, ça devrait arriver. Et je pense que là, on va tomber dans un champ d'application du MOXIE également en termes d'outils qui est très intéressant parce que ça va donner un aspect extrêmement pratique à ce concept théorique qui déjà est extrêmement robuste, déjà est utilisé, respecté et validé, mais qui en plus, s'il peut être ajusté au jour le jour, serait encore plus intéressant. On n'en est pas encore là, donc pour l'instant, je pense que pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui s'intéressent au MOXIE également, la priorité, c'est comprendre le modèle de la puissance critique, comprendre son champ d'application, sa validité, ses limitations également. C'est extrêmement important de comprendre les limitations d'un modèle quand on l'utilise. Encore une fois, faut jamais tout miser sur une seule chose. Et quand on utilise un modèle, il faut comprendre ses limitations pour pas tomber dans les pièges qui peuvent être présents. Donc voilà, comprendre le modèle de la puissance critique, chose que je vais essayer de développer un petit peu plus sur ma chaîne dans les mois qui viennent. Et ensuite, ben, reste à l'écoute pour tout ce qui sortira du côté du MOXIE par rapport à tout ça. Donc je me réjouis de pouvoir développer sur ces choses-là à l'avenir des concepts extrêmement intéressants qui lient le côté théorique et extrêmement pratique aussi. Donc je pense que c'est là où les étincelles se passent, c'est là où c'est chouette. Et donc, je me réjouis d'explorer tout ça. Quoi qu'il arrive, par rapport à ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi quelles sont tes questions pour l'avenir, que je puisse continuer à orienter mon contenu par rapport à toi, par rapport à ce dont tu as besoin et ce qui t'intéresse. Et puis, oublie pas, bien sûr, le petit like et abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Allez, ciao.